Fier pornevois, Roger Bertrand étudie l'économétrie avant de travailler à l'Auto-Québec. Il siège ensuite à la Commission Rochon sur les services de santé et les services sociaux, puis est élu dans une élection partielle en 1993. Un an plus tard, il devient président de l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bon, très bien, en pleine forme. Bienvenue à Mémoire de député. Ça me fait plaisir d'être présent. Vous êtes né à Donnacona, Oui. dans une famille qui a des racines très profondes dans votre région. Parlez-moi. Hein? Ah ben oui, en fait, mon ancêtre, le premier, est arrivé, s'appelait Guillaume Bertrand. Il est arrivé en 1663, de mémoire. J'étais pas là, mais enfin, j'ai lu. Et sa famille était originaire de l'île de Ré, à Sainte-Marie de l'île en Ré. Et donc, s'est installé à Québec d'abord, a travaillé 2 ans. Ça faisait partie de l'entente qu'il avait avec la personne qui le faisait venir. Et par la suite, ça lui donnait l'occasion d'avoir une terre. Alors, ça a été le cas. Il s'est déplacé ensuite à Neuville, et de Neuville vers Cap-Santé. Et depuis lors, là, la lignée des Bertrand s'est continuée. Et mon père était, donc, lui, de Cap-Santé, mais d'une famille, au fond, agricole, avec grosse famille, pas beaucoup de sous. Alors, son père travaillait aussi à l'usine qui venait d'être ouverte à Donnacona en 1900. Elle a été ouverte en 1915-1917 à peu près. Et son père est décédé d'un accident à l'usine même. Il y a une espèce de baril qui a éclaté près de lui, un baril d'acide. Et donc, il a inhalé ces vapeurs-là. Et donc, il est décédé quelques jours après, 3 jours après, je pense. Alors, papa est devenu lui-même orphelin assez rapidement. Puis là, ça a été la famille qui s'est déplacée. Lui-même a dû travailler assez tôt. On s'est retrouvés, notre famille à nous et sa famille à lui, à Donnacona. Je suis né en 1947, donc à partir de ce moment-là, j'ai été élevé à Donnacona même, dans ce milieu ouvrier. OK. OK. C'est pas agricole chez vous, là? Non, c'était devenu agricole. Mon père était journalier à l'usine même. Et j'en ai de très bons souvenirs parce que Georges, mon père, était une personne sur le plan, dans son métier, très soucieux de générer de la qualité. Il m'a appris beaucoup de ce côté-là, sur avoir le souci du travail bien fait. Puis, quel que soit le travail qu'on a finalement, de pouvoir le faire le plus correctement possible. La politique, dit-on, dans les milieux ruraux au Québec sont souvent assez passionnés. Il y a déjà des députés créditistes dans Portneuf. Oui. Votre famille était de quelle allégeance? Mon père était plutôt d'allégeance libérale. Ma mère était d'une famille issue plutôt d'une allégeance bleue et conservatrice. Et ça n'a jamais donné de grosses discussions à l'interne dans ma famille, mais on avait vraiment, je dirais, ces 2 ancrages assez importants. Et ça les a surpris un petit peu quand, effectivement, je me suis intéressé au Parti québécois, parce que ce n'était pas dans la ligne, je dirais, politique de nos familles. Ni de l'un ni de l'autre. Ni de l'un ni de l'autre, c'est ça. Et je me souviens avoir entendu ma mère une fois, c'est un peu anecdotique. Elle était âgée, pas très... tout près de son décès, là, commençait à avoir les facultés intellectuelles un peu amochées, ce qui est normal dans ces circonstances-là. Et j'avais dit quelque chose qui ne lui avait pas plu. À ce moment-là, elle m'a dit « maudit péquiste ». Alors, son vieux fond bleu était toujours là. Vous détenez une maîtrise en économétrie. Oui. Et comment est-ce que cette formation vous a préparé à travailler chez l'Auto-Québec? Ah oui. Bien, premièrement, le fait que je suis entré pour des études en économique vient du fait que quand j'étais tout jeune, j'économisais. Et on était une famille, qui n'était pas riche, là, vraiment. Puis souvent, mon père avait besoin d'argent pour aller acheter ses cigarettes. Alors, il m'empruntait des sous, puis il me redonnait ce que je lui avais prêté avec, supposons,
un sou de plus, quelque chose du genre. Il m'avait dit à ce moment-là, il dit, Roger, il dit, je pense que tu vas faire un financier ou un économiste. Ça vraiment, tu sais, pour un jeune qui a peut-être à ce moment-là 8 ans, là, ça s'imprime. Et puis, c'est ce qui m'a graduellement, un peu à mon insu, dirigé vers les sciences économiques, où je suis entré en sciences économiques en 1968, sauf erreur. Oui, effectivement. Et c'est vrai que c'est bizarre qu'un économètre se retrouve à l'Auto-Québec à un moment donné. Et ça, c'est dans la petite histoire un peu politique des années 70. Au moment où Raymond Garneau, qui était ministre des Finances à ce moment-là, commençait à s'inquiéter un peu peut-être d'une sous-performance du système de distribution des produits de l'Auto-Québec à l'échelle du Québec. Puis en même temps, sentait bien qu'il y avait une vulnérabilité, étant donné que dans le temps, compte tenu des règles qui n'existaient pas de financement des partis politiques, les concessionnaires de l'Auto-Québec, finalement, contribuaient aux caisses des partis, et de ce parti-là en particulier. Puis ils voulaient vraiment qu'il se fasse un ménage. OK. Alors, la façon de le faire, il faut dire qu'à l'origine, quand l'Auto-Québec a été créé, c'était sous l'Union nationale. Alors, les personnes qui ont obtenu des concessions de l'Auto-Québec étaient, je dirais, d'allégeance bleue. OK? Et par la suite, quand le système l'auto-perfecta est parti en 1970, là, c'était les libéraux qui étaient au pouvoir et les concessions. Il y a eu un double système de concessions, finalement, qui a été installé. Alors, vous aviez, c'était complètement inefficace, là, tu sais. Puis, on m'a demandé de faire une étude par simulation dans l'ensemble des régions du Québec, sur la base des potentiels de vente, de la richesse relative dans chacune des régions. Comment pourrions-nous réorganiser ce système de distribution des produits de l'Auto-Québec de façon plus efficace et plus sécuritaire d'une certaine façon, là. C'est ce qui m'a amené finalement à faire tout ce travail-là. Et j'ai eu le goût de revenir plus directement dans la fonction publique à partir de 1980. C'est ce qui m'a amené au Conseil du Trésor à ce moment-là. Et en 1985, vous étiez vice-président oui. de la Commission Rochon et vous avez livré votre rapport 3 ans plus tard. Oui. Maintenant, que reste-t-il de vos recommandations sur toutes sortes de choses importantes? Prévention, les régions, gratuité des services, les inégalités? J'avais été effectivement nommé vice-président de la Commission pour regarder d'un peu plus près le fonctionnement et le financement du système de santé. Bon. Au fond, mes connaissances en économique, le fait que je sois passé au Conseil du Trésor pendant 4 ans, responsable de la budgétisation de la mission sociale, bon, ça rendait les choses plausibles. Et moi, j'ai fait une découverte à ce moment-là. La première découverte, ça a été quand j'ai constaté, selon les études dont on prenait connaissance, que pratiquement les 3/4 des problèmes de santé sont évitables au départ. Okay? En fonction des comportements sur le plan individuel ou des conditions dans lesquelles une personne se retrouve dans un environnement X, Y ou Z. Okay? Bon, sur cette base-là, je pense une des prescriptions importantes de la Commission Rochon, ça a été d'investir davantage en amont des problèmes, davantage en promotion et en prévention de la santé, pour qu'on adopte des comportements qui soient davantage positifs sur le plan de la santé, arriver de cette façon-là à réduire la pression sur les services de santé. Bref, ça a été une des conclusions importantes. Une autre conclusion importante était à l'effet d'essayer de décentraliser davantage la gestion du système de santé. Et ça a donné lieu quand même à des choses intéressantes comme la création de ce qu'on appelait dans le temps les conseils régionaux de la santé et des services sociaux, avec des gens qui sont élus, avec des gens à qui on confie des enveloppes et des responsabilités. Ce qui a été une formule quand même qui a été assez porteuse pendant plusieurs années. Cette partie-là a bien fonctionné. Il y avait également, je pense, une orientation assez claire d'essayer davantage de développer le réseau de première ligne via les CLSC ou via les cliniques médicales, mais qu'on ait un réseau mieux structuré puis qui répond davantage aux besoins des gens en première ligne. Deuxième ligne, après. OK, bon. Ce deuxième ligne étant les hôpitaux puis les... Exactement, c'est ça. Alors,
ce bout-là, on a commencé à le faire. En tout cas, on a voulu le faire, mais ça a été pas facile. Parce que, bon, je ne vais peut-être pas anticiper éventuellement sur ce dont vous voulez que nous parlions, mais quand Jean Rochon est arrivé en place, l'ancien donc président de la commission Rochon, on l'avait approché dans le temps pour qu'il puisse venir justement appliquer ces prescriptions qui étaient dans son rapport. Je dis prescription volontairement, parce qu'on parlait à ce moment-là beaucoup de médecine. Okay. Alors, Jean, malheureusement, est arrivé à un moment où la situation financière était vraiment terrible. Okay? Bon, terrible, enfin, était vraiment sérieuse. Et on devait faire donc des rajustements importants. Alors, malheureusement, il n'a pas pu avoir les moyens de faire ce travail-là qui devait être fait notamment au niveau de la première ligne. Avec toute la question du verrouillage ambulatoire. Là. Alors, on n'a pas eu le temps vraiment de terminer ce travail-là. Malheureusement, Jean n'a pas été renommé ministre de la Santé en 1998, ce qui aurait permis de finir le travail correctement. Il y a eu par la suite une succession de ministres de la Santé qui, venant de l'extérieur un peu du système, à mon avis, sont tombés dans les anciennes ornières. C'est-à-dire, quand il y a un problème, tu mets de l'argent. OK? Puis quand tu mets de l'argent, 6 mois après, tu as le même problème. Malheureusement. Bon. On avait quand même dégagé une marge de manœuvre importante. Et en 98, on était en mesure de terminer le travail. Mais on n'a pas pu le faire simplement parce que on n'a pas pu, malheureusement, travailler en continuité. Et c'est un des problèmes... Oh, je ne veux pas tomber dans la politique, là, parce que mais ma lecture des choses, c'est un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'on a imposé au réseau de la santé et des services sociaux des transformations ou des rééquilibrages à tous les 4 ans, ce qui fait en sorte que ce système-là n'a pas eu le temps de se stabiliser dans ces nouvelles formules-là. On repart dans un autre train de mesures qui viennent tout changer, puis c'est un système qui est complètement, on dirait, en limbo. Là. C'est pas de santé, ça. Mais vous étiez quand même dans le système... Vous étiez à la Régie régionale de la santé et services sociaux de Québec et de Chaudière-Appalaches. Oui. Mais en 1993, vous êtes parti de là pour devenir candidat péquiste dans une élection partielle dans le comté de Portneuf. Pourquoi avez-vous décidé d'aller au côté politique? Bien, quand le rapport de la commission Rochon a été déposé, j'étais à ce moment-là aussi vice-président de l'Auto-Québec, au développement des nouveaux marchés. Bon, je voyais que mon travail avait été pas mal fait à l'Auto-Québec. Il y avait des recommandations que je trouvais fort intéressantes de la commission Rochon. Et je me suis dit, mais pourquoi j'essaierais pas de l'interne du système de santé d'essayer d'apporter ces changements-là, notamment d'imprimer davantage de réflexes de promotion et de prévention. Okay? Alors, puis moi, je suis un gars de la région de Québec. s'est présenté cette opportunité-là où le poste de directeur général du Conseil régional de la santé et des services sociaux de Québec-Chaudière-Appalaches a été ouvert. Je me suis présenté, bon, ça va, je suis devenu directeur général, justement en me disant, je vais essayer d'appliquer ces formules-là dans ce réseau-là, d'amener ce réseau-là à se transformer de cette façon-là, principalement promotion, prévention, première ligne. OK, bon. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais il est arrivé qu'on avait commencé à faire certaines transformations. Il est arrivé que Michel Pagé, qui était à ce moment-là, sous le gouvernement Bourassa, ministre de l'Éducation, donne sa démission. Okay? Il était député de Portneuf. Et je suis de Portneuf. Alors, qu'est-il arrivé? Je me suis dit, bon, ben, pourquoi je n'essaierais pas, par les leviers politiques, d'essayer d'imprimer ces changements-là? C'est la raison pour laquelle je me suis présenté à cette partielle en 1993. Et je me suis bien sûr représenté en 1994, mais je dirais que mon curriculum en politique n'a pas été celui que j'avais imaginé. Parce que c'est très clair. Avec ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez certainement que ce que je visais éventuellement, c'est comme ministre de la Santé de pouvoir faire ce travail-là. Mais en même temps, Chevrette et moi, on parlait à Rochon. Rochon était à ce moment-là à l'Organisation mondiale de la santé, donc en Europe. On lui disait, pourquoi tu ne reviens pas chez nous puis que tu ne nous aides pas justement au niveau d'un prochain gouvernement
à mettre en place ces belles idées-là. Là, tu sais, bon. Alors, Jean étant arrivé, il est devenu naturellement le ministre de la Santé. Et moi, je dois dire que ça m'a relégué à des rôles que je n'avais pas prévus. Par exemple, président de l'Assemblée nationale, ensuite ministre responsable dans je ne sais pas moi, à l'industrie et commerce, aux revenus, etc. Et c'est uniquement vers la fin de ma carrière politique que je suis revenu aux affaires de la santé avec Bernard Landry. Mais avant d'arriver à être ministre, il faut qu'on devienne député. Oui. Et dans un comté qui était un fief libéral avec M. Pagé pendant 20 ans. 20 ans, exactement. Est-ce que votre victoire vous a surpris ou comment c'est arrivé? Non, cette victoire-là ne m'a pas surpris. Je me suis présenté vraiment. Bien, écoutez, c'est pas compliqué. Quand un gouvernement agit depuis maintenant plusieurs années, il y a toujours une certaine usure. Puis, un de mes collègues qui avait une excellente expression là-dessus. On a tous des bonnes idées qu'on veut mettre en place. On avance des choses, mais à chaque nouvelle idée qu'on réalise, on se fait une partie. Il y a une partie de la population qui n'est pas pour. Donc, à chaque fois qu'on prend une décision, on perd une partie de nos appuis dans la population. Puis c'est un peu la même chose qui se passait avec le Parti libéral au pouvoir en 1993, au début des années 90. Ça faisait déjà longtemps. Ça fait déjà longtemps aussi que Michel Pagé aussi exerçait ses compétences. Là. Alors, en politique. Donc, je pense que le terreau était fertile pour un changement à ce moment-là. Et Portneuf a toujours été un comté un peu versatile, ou je ne veux pas qu'on le prenne de mauvaise part, un peu infidèle par rapport aux partis politiques. Okay? On l'a vu dans Portneuf, il y a eu un de mes collègues qui est décédé récemment, qui était du ralliement des créditistes au début des années 70. Ensuite, il y a eu libéral, effectivement. Parti québécois. Au fédéral, la même chose. Il y a une certaine versatilité dans le comté de Portneuf. On ne peut jamais le prendre pour acquis. Et en 2003, donc, quand j'ai perdu mes élections, je pense que la population jugeait qu'il était le temps de passer à autre chose, puis c'était correct. Alors, c'est vraiment pas un comté qui vote ni sur le bord du pouvoir, ni nécessairement ailleurs. Non, c'est un comté qui... Lui a fait son temps. Oui, c'est ça. Il a fait son temps, puis on va essayer d'autres formules. Il y a certaines décisions qui m'ont troublé un peu, là, au fédéral notamment, avec certains députés qui ont été élus, un en particulier. Sans en nommer, là. Sans en nommer. Comment est-ce que vous êtes senti à votre arrivée à l'Assemblée nationale comme nouveau député, en plein milieu de quelque chose, parce que c'est un partiel déjà avec un gouvernement libéral? Ça c'est assez le fun, parce que quand on arrive sans aucune expérience des règles de l'Assemblée ou du jeu politique ou ce genre de choses-là, on doit apprendre à la fois notre métier de député représentant de la population, des gens qui nous ont élus. On doit aussi apprendre les règles de fonctionnement de l'Assemblée pour une personne qui n'a pas nécessairement ces connaissances-là. Alors, le début a été assez, je dirais, isolé, parce qu'il fallait que j'apprenne tout ça, là. Alors, c'est assez spécial de se retrouver, je ne sais pas, en chambre, dans l'opposition, juste à examiner comment les gens interagissent, comment ils argumentent, comment ils contre-argumentent, etc. Mais pour moi, j'ai toujours aimé apprendre. Et pour moi, c'était fantastique en même temps. Mais c'est un itinéraire qu'on amorce assez seul. Hein? On a un minimum d'aide de notre formation politique parce qu'ils ont bien d'autres choses à s'occuper aussi. Donc, il faut faire nos classes. Bon. Ce que j'ai fait. C'était pas longtemps après votre première élection que vous en avez un autre. Oui. Est-ce que ça vous... En fait, votre premier mandat, qui était très court, là, est-ce que ça vous a préparé à faire campagne la deuxième fois? Là? Oui, ça m'a préparé, puis en même temps, ça m'a aidé à être élu, parce que quand on a fait du porte-à-porte, qu'on a été sur les poteaux, sur des pancartes, tout ça, il y a à peine un an, les gens... quand même, se rappellent assez de t'avoir vu. Ils t'ont vu aller, ils ont vu les articles dans les journaux locaux, tout ça. Donc,
on est au moins reconnu, puis un peu connu. Donc, ça facilite les choses pour un deuxième mandat. Ce qui... on est encore loin du troisième ou du quatrième mandat. Ben oui. Puis au fur et à mesure où on avance, là, on perd des amis ou on en gagne d'autres, mais c'est un peu la même dynamique à l'échelle de l'ensemble du Québec, au niveau des lois qu'on adopte. Tu sais. Les gestes qu'on pose, on se fait toujours des amis, mais on se fait aussi des gens qui ne sont pas nécessairement contents. Exactement. Mais quelle était votre campagne pour la deuxième élection? Est-ce que c'était les mêmes thèmes que la première ou est-ce que c'était évolué? Beaucoup. Ça ne vous surprendra pas, bien sûr. Moi, ce qui m'a amené en politique, il y a deux raisons, essentiellement. Là. Bien sûr, la souveraineté politique du Québec, ça ne surprendra personne, étant du Parti québécois, tout ça. Bon. Puis la deuxième raison, c'était vraiment pour introduire dans le système de santé davantage de réflexes de prévention et de promotion. C'est les deux affaires. Bon. Alors, c'est beaucoup sur ces thèmes-là, et de même que sur le développement économique de la région de Portneuf, que s'est déroulée cette deuxième campagne-là. Suite à cette campagne et votre réélection, vous êtes devenu président de l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce qu'il y avait quelques pensées, quelques rêves dans votre vie de devenir président de l'Assemblée nationale? Pas du tout. Mais comment est-ce qu'on vous l'a présenté, l'idée, là? Est-ce que... J'ai su par la bande, sans l'avoir vraiment vérifié auprès du principal intéressé, que... Le poste de président du conseil de l'Assemblée générale devait être confié à un autre collègue. Bon. Le collègue ne voulait pas, absolument pas, risquait, en tout cas, m'a-t-on dit, si c'est comme ça, plutôt qu'être au Conseil des ministres, préférait donner sa démission. Alors, donc, il s'est retrouvé sur le Conseil des ministres, et moi, ça m'a, d'une certaine façon, bumpé, si vous me permettez l'expression, où on m'a offert, effectivement, de devenir président de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, les règles qu'on connaît aujourd'hui d'élection du président n'étaient pas... C'est pas un poste élu à ce moment-là. C'était plus la décision du parti au pouvoir, de dire, bon, ben c'est un tel qu'on va proposer. Alors, donc, j'ai été... Et tenant compte des interventions que j'avais faites au sein de mon caucus, autant qu'auprès du président qui m'a précédé, pour assainir les choses un peu, c'est devenu comme un peu naturel qu'on propose à Roger Bertrand la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui était un pari risqué. Hein. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que vous êtes quasiment pas beaucoup d'expérience à la Chambre. Exactement. Et pour quelqu'un qui aime apprendre, c'était un méchant apprentissage, j'imagine. Crash course. Oui, absolument, d'apprivoiser tous les règlements, toutes les subtilités, non seulement de la façon de faire de l'Assemblée nationale, la façon de la gérer, cette soupe-là, si vous voulez. Exactement. Vous avez raison. Pour ce qui est d'apprendre les règles, les subtilités, puis tout ce qui n'est pas écrit, là, déjà, c'était un gros mandat. J'ai passé... Parce qu'on apprend qu'on va être éventuellement proposé peut-être 2-3 mois avant. Donc, ça m'a donné 2-3 mois pour faire mes classes un peu, puis apprendre le fonctionnement, etc. Ça va. Mais il y a un autre aspect aussi qui représentait un défi. Normalement, on confie la présidence de l'Assemblée à un parlementaire d'expérience. Oui. OK? Parce que, bon, il possède bien les règles, bon, mais aussi parce que, normalement, cette personne-là a su développer avec ses collègues des deux côtés de la Chambre une relation de confiance. OK? Et c'est cette relation de confiance-là, au-delà des règles parlementaires, qui fait en sorte qu'un président est en mesure de pouvoir gérer correctement les choses et jouer son rôle, finalement, souvent d'arbitre. Hein. Bon. On lui fait confiance. Bon. Moi, je n'avais pas ce bagage-là, évidemment. Je venais tout juste d'être élu pour une deuxième fois, puis la première fois, 1 an. Bon. Alors ça constituait une difficulté additionnelle. J'imagine. Oui. Et ce que je trouvais aussi, dans ce cas-là, un petit peu difficile, c'est que j'avais de chaque côté deux personnes, 2 parlementaires aguerris, avec Chevrette d'un côté comme leader parlementaire du gouvernement, puis M. Parisi de l'autre côté comme leader parlementaire de l'opposition. Alors, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent très bien. Ça présente l'arbre et l'écorce, là. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vrai.
Et en même temps, mais c'est ça qui m'a rendu, en tout cas, le travail intéressant puis stimulant, en plus d'avoir le très grand avantage, à partir du fauteuil, de voir dans ces 2 années-là qui ont été celles du débat référendaire, tout ça, là. Donc, c'est une partie sur le plan politique au Québec très intense. Hein? Alors, c'était intéressant quand même, comme président de l'Assemblée, de pouvoir voir les stratégies des uns et des autres, les arguments des uns et des autres. Ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ça me fait vous demander, quand on est sur le fauteuil du président, est-ce qu'on voit vraiment l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on a vraiment un sentiment de voir les 125 ou est-ce qu'on voit juste ceux qui font tout le bruit? Là? Les 125, oui. Carrément. Parce que, premièrement, le président a cette responsabilité de voir au respect des droits et privilèges des membres de l'Assemblée. Et à cet égard, il est vraiment directement imputable de sa vigilance et de sa capacité à faire en sorte que les gens soient respectés dans tous ces débats-là, qui souvent sont intenses. Okay? Alors oui, effectivement, c'est l'ensemble de l'Assemblée, la référence du président, en tout cas en ce qui me concerne. Et parlons un peu de ce débat référendaire, parce que c'était l'un des moments les plus émotifs d'un peuple et d'un Parlement. Et il est facile d'être un peu excessif dans ses interventions d'un côté ou d'un autre, parce que, écoute, l'enjeu est important. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on s'appuie sur les règlements de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez dû avoir des rencontres en privé au bureau du président avec les 2 leaders, puis avec les autres autour qui font du bruit pas mal? Non, les rencontres, elles se font occasionnellement, au besoin, quand il peut y avoir une situation un petit peu compliquée sur le plan soit des règles parlementaires ou peut-être du sujet, mais c'est assez rare. Le règlement est assez bien charpenté pour permettre vraiment, même sur des questions aussi importantes que celle de la souveraineté du Québec, du statut constitutionnel du Québec, peu importe, là. Oui, je pense que les règles des débats sont intéressantes et efficaces, à mon avis. Bon. Et au-dessus de tout cela, ce qui m'apparaissait important, c'est que les débats se fassent avec un minimum quand même de sérénité. OK? Et je pense que ça a été le cas pendant tout le temps qu'a duré ce débat référendaire, et notamment en ce qui regarde les échanges entre les parlementaires en Assemblée. Parce que mon hypothèse, pas mon hypothèse, mais ma conviction de base, c'est qu'un citoyen est suffisamment intelligent pour pouvoir, aussi intelligent que moi, pour pouvoir apprécier les arguments des uns et des autres. Et c'est lui ou elle qui décidera en dernière analyse au moment de voter, point. Pour moi, la règle est là. Ils prendront la bonne décision une fois rendus aux urnes. Alors, c'est la même chose au niveau moi, je fonctionnais de cette façon-là. Merci beaucoup, M. Bertrand. Plaisir. À la prochaine. Très bien.